Mais donc, c'est Olivier Weinstock qui commence avec nous. Salut Olivier. Bonjour Stéphane. Agile Buyers, donc un directeur associé d'Agile Buyers. L'étude, elle est annuelle. 870 directions achats, c'est Voilà. ça qui ont répondu. C'est ça. Et c'est notre 15e édition de l'étude tendance Agile Buyers CNA. Cabinet de conseil en achat opérationnel et évidemment en partenariat avec le Conseil national des achats. Alors, on va y aller. Le premier truc qui est très intéressant, c'est entente illicite et situation de monopole chez les fournisseurs. Là, tu m'as appris un truc. Donc, le chiffre, toi, tu le connais par cœur, je le donne. 56% des directions achats pensent faire face à des situations d'entente illicite. Et toi-même, tu as décidé de mettre ça à la une. J'ai décidé de mettre ça à la une parce qu'en fait, c'est quelque chose de silencieux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ouais. Et puis même le mot cartel, il n'est pas toujours vu comme quelque chose de négatif. Je prends un exemple, l'OPEP. L'OPEP, c'est le cartel légal, officiel. Pourquoi ? Parce que c'est des pays qui s'entendent. Alors que si c'est des entreprises, c'est illégal. Sauf que il y a eu des condamnations absolument incroyables. La dernière, elle date de septembre. Il y a eu une condamnation dans les travaux et le nucléaire. En France, ils sont 6 acteurs à s'être mis d'accord et ils ont pris une amende de 32 millions d'euros. Wow. Mais quand on regarde l'historique, il y a un nombre de cartels qui se sont fait condamner, c'est juste fou. Je prends un exemple, en 2019 et en 2020, il y a eu le cartel de la charcuterie. Il y a eu On en a entendu parler de celui-là. Celui du nucléaire, il m'a échappé à 32 millions d'euros en plus. À 32 millions d'euros, mais c'est en septembre dernier. Et il y a eu aussi un cartel de la compote. Alors, pour ceux qui auraient mal entendu, pas du caviar, de la compote, il y avait une entente de tous les acteurs, ils ont été condamnés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont condamnés en général quasiment 10 ans après les faits. Mais oui. Ça prend beaucoup de temps. Oui. Vous savez, il y a cette espèce d'effet, ça coûte quand même cher, mais on ne sait pas pourquoi. Eh bien, il y a quand même des fois où on peut se poser des questions. Regardez, je vais pas cibler des gens ou d'autres, mais il y a quand même quelque chose d'étonnant. Il y a certaines usines de concurrents, on a l'impression que leurs maintenances sont très, très simultanées, très organisées. Et c'est important que les maintenances, elles soient organisées parce que ça veut dire qu'il y a toujours du volume, mais il y a moins de volume, et donc les prix restent plus élevés. C'est exactement ce qui s'est passé. Je comprends pas. Je t'explique. Ils organisent à plusieurs la pénurie. Ah oui. C'est ce que tu es en train de me dire. Ah bah on peut le penser, oui. Sauf qu'ils ne disent pas qu'ils font une pénurie, ils disent qu'ils font des maintenances. Donc, sauf que la maintenance, elle est ensemble chez l'ensemble des fournisseurs du secteur. Elle est très synchronisée. Elle est très synchronisée. Voilà. Elle est adaptée pour qu'il y ait quand même des produits sur le marché, mais voilà. Donc ça, on peut... Peut-être que c'est par bienveillance sur le marché, ou peut-être que... Donc il y a des questions qui peuvent se poser, évidemment... Mais qu'est-ce qui explique tes 56% des directions achats ? Je dois dire, j'ai pas regardé les chiffres précédents. C'est la première fois que tu poses la question. En fait, c'est la première fois parce qu'on s'est dit, mais il se passe il y a quand même quelque chose d'étonnant. Alors c'est ça, est-ce qu'il se passe un truc ? Pourquoi est-ce qu'ils ont regardé ? Et pourquoi maintenant ? Parce que, alors, d'abord, les condamnations se multiplient, d'accord ? Il y a eu un historique il y a 15 ans où c'était les constructeurs de camions lourds qui se sont pris une amende entre 2 et 3 milliards d'euros pour entente. Mais les choses, elles se multiplient, on les voit arriver de plus en plus souvent. Elles enfreignent très clairement la libre concurrence. Pourquoi les directions achats ont regardé ça de plus près ? Parce que sur les 3 dernières années, avec les situations de pénurie, avec les monopoles, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur les monopoles ? Sauf que le monopole, c'est visible. C'est très, très, très visible quand vous êtes en monopole. Le cartel, non. Et le cartel peut être très ponctuel, il peut être très local. D'accord ? Il peut être pour une situation où il peut être organisé sur un certain nombre de marchés pendant longtemps. Donc, effectivement, les cartels, ça fait augmenter les prix des industriels et des particuliers. Parce que je voyais ça en lien, donc là on va pas en parler parce qu'on en a déjà énormément parlé, mais l'inflation est toujours présente, etc. On va parler réduction de coûts, mais l'inflation est effectivement pour certains acheteurs, la proportion est d'ailleurs assez faible quand même, raisonnable, mais un certain nombre de leurs fournisseurs ont été opportunistes, on va dire ça comme ça, et sans doute ont augmenté les prix au-delà de ce qu'imposait la seule inflation. Donc ce serait lié à ça finalement, c'est-à-dire si je vais prendre un petit risque et être un peu opportuniste avec l'inflation, c'est pas mal si je m'assure que mes concurrents font la même chose et si on se met d'accord pour y aller discrètement ensemble, finalement. C'est un peu ce qu'on est en train de dire qui a pu voilà, arriver. c'est ça. C'est ce qui a pu arriver, effectivement. Non, ça veut dire que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a en plus un aspect quasi macroéconomique, puisqu'on sait, on en a déjà beaucoup parlé, que la deuxième phase d'inflation, on va dire ça comme ça, a été dénoncée par la Banque Centrale Européenne comme une phase d'inflation assez largement opportuniste de la part des entreprises. Voilà. Bon, pas mal. Alors, deuxième élément, la dépendance chinoise remise en cause. Oui. Alors là, vœu pieux, Olivier. Attention, on n'a pas dit qu'ils allaient sortir de la Chine. Non. Ils disent qu'ils s'allègent. Ouais. Parce qu'en fait,
n'y a pas besoin d'être un expert en géopolitique pour se dire qu'il y a quand même un petit risque avec la Chine. C'est clair. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on s'allège? Et d'ailleurs, on explique comment est-ce qu'il s'allège par ce qu'on appelle le double sourcing. Double sourcing, c'est dire, je vais prendre 2 sources, d'accord? Je vais être extrêmement concret. Ce qui vient de se passer il y a quelques jours en mer Rouge, ou ailleurs avec des bateaux, où il y a eu des problèmes d'approvisionnement, les Tesla, Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de gens qui auraient été impactés s'ils n'avaient pas créé des doubles sourcing. C'est évident qu'il y a eu cette situation. Donc c'est ce qu'on a appelé à un moment Chine plus 1. Je crois que c'est Apple d'ailleurs le premier qui a employé ce terme-là. Chine plus 1, c'est ça. Alors, en l'occurrence, Apple a été explicite sur le fait que Exactement. c'est ce qu'il voulait faire. Exactement. Et ils choisissent l'Inde et le Vietnam d'ailleurs, en partie comme alternative. Donc en tout cas, c'est la logique, et c'est logique de se dire on va se prendre une deuxième source. Le problème, c'est qu'effectivement, on sait que ça coûte plus cher. Mais oui. Voilà. Mais non, et puis évidemment une imbrication de chaîne de valeur sur tout ce qui est, on va pas la prendre à notre audience, sur tout ce qui est électronique grand public, etc. Enfin, tu peux pas finalement c'est pour ça que tu ne peux pas le faire sur tout. Par contre, tu allèges ta dominance. Et on n'a jamais dit qu'ils allaient sortir. On a dit qu'on allège. Et puis, quand on voit tous les problèmes qu'il y a pu avoir, certains n'ont pas été anticipés, la gestion du risque, on en parle bien dans l'étude, les directions achats, tu vas sans doute parler des réductions de coûts, mais la gestion du risque, c'est une obsession. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un produit moins cher s'il n'est pas livré et qu'il arrête une usine. Donc effectivement, la gestion du risque, c'est fou. Tiens, juste sur la gestion du risque, je m'arrête 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. J'ai une question pour toi, pour une fois, c'est moi qui la pose. Allons bon. À ton avis, quel est le fournisseur de l'informatique des JO 2024? Atos, malheureusement. Voilà. Alors, ouais, mais je crois que c'est sécurisé ce contrat-là, Olivier. J'entends bien. Je prends cet exemple pour dire que... Et Atos est historiquement fournisseur des... Oui, tout à fait. Mais pour dire que la gestion des risques, c'est des choses qui peuvent être, même si elles sont très organisées, qui vont se gérer au jour le jour. C'est sans doute sécurisé. J'ai aucun doute qu'il y en a qui en est sur froid en ce moment. T'as raison de... Alors, c'est pas notre sujet, mais j'y pensais pas. Et ça donne la mesure de la rapidité avec laquelle une situation peut se détériorer et une boîte de la taille d'Atos s'effondrer. Parce que s'il y avait eu le moindre doute, il y a, j'en sais rien, 4 ou 5 ans, quand ils ont passé le contrat, le comité des Jeux Olympiques ne l'aurait pas passé, évidemment, ce contrat. Donc c'est... Ouais, non, t'as raison, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des coups de boutoir, on va dire ça comme ça, qui sont... Bon, mais attends, parce que ce qui m'intéresse, donc effectivement, géopolitique et stratégie achat, là aussi, j'ai décidé de faire un peu l'impasse là-dessus, on en parlait beaucoup l'année dernière, c'est très présent, tu le dis. Mais ce qui est surprenant, et on va le voir sur l'un des graphes que je voulais présenter, l'un de tes graphes que je voulais présenter, c'est sur le Made in France. Ce qui est surprenant, c'est que ça ne veut pas dire relocalisation ou insister sur une stratégie Made in France. Alors, sur le Made in France, c'est intéressant. C'est un peu complexe. Faut qu'on voit, on le verra. On le voit, le graphe, là, parce que c'est une rechute, quand même. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a un désintérêt, pour la première fois depuis longtemps, pour le Made in France. Je vais vous l'expliquer d'une façon extrêmement simple. Vas-y. Le Made in France, ça a été une valeur refuge en cas de pénurie. On achetait français parce qu'il y avait de la pénurie. On disait on va acheter local. Comme ça nous permet d'avoir les produits. Et donc cet intérêt pour le Made in France, qui était conjoncturel, a eu lieu pendant 2 ou 3 ans. Donc la retombée qu'on a est liée à la valeur sécurisation du Made in France. C'est pas qu'il y a un désintérêt structurel. Mais attends, moi j'ai lu l'étude. Attends, j'ai lu l'étude Agile Buyers que tu connais un peu. Question, très bonne question. Votre entreprise a-t-elle prévu une politique volontariste sur les aspects de relocalisation en France? 71% répondent non. Oui, c'est sur le volontariste. Oui, mais tu es obligé d'être volontariste si tu veux refaire... si tu veux relocaliser ou travailler, on va dire ça comme ça. Faire du sourcing en France, tu es obligé d'être volontariste, Olivier. Il y a des endroits où ça peut être intéressant parce qu'il y a des marchés. Non, mais même tu es obligé de tordre les appels d'offres. Au niveau des règles, et ça tu le sais mieux que moi, même au niveau des règles aujourd'hui des appels d'offres, c'est compliqué en fait de privilégier le Made in France. Donc tu es obligé d'être volontariste. Oui et non. Si tu es dans le B2C, comme la valeur pour le client final, pour... La consommatrice, ça a une valeur, tu es prêt à payer, tu peux payer plus cher. Si cette valeur, tu peux la remettre en aval. Ça fait du sens. Sauf que, surtout, ce qu'on dit là, c'est que c'est la première fois où le Made in France est considéré comme étant aussi cher. Il y a 5 ans, on disait que le Made in France n'était pas considéré comme cher. Tout le monde disait, mais c'est pas possible. C'était le cas. Et l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes à acheter Made in France. Il y a de plus en plus de contraintes à acheter Made in France. Et on va en reparler sans doute de la partie RSE.
Mais plus on a des contraintes RSE en France que les autres n'ont pas, plus il y a un coût associé. Je ne suis pas en train de dire que la RSE c'est mauvais, je veux dire qu'il y a un coût associé. Ce qui fait qu'effectivement, le coût et les contraintes peuvent devenir plus importantes sur le Made in France. Alors, on n'a pas donné le chiffre sur la Chine, je m'en excuse, mais en fait, c'est plus de la moitié des directions achats interrogées, donc 51%, veulent réduire leur dépendance à la Chine. Enfin, réduire la dépendance à la Chine est un de leurs axes stratégiques pour 2024. Et donc, ça nous amène à ce qui est pour moi le plus intéressant, finalement. Avec effectivement l'histoire des cartels, mais on attendra d'avoir un petit peu de... Je ne savais pas que c'était la première fois que tu posais la question, donc on va attendre d'avoir un peu de retour de track record. C'est l'augmentation des objectifs de réduction de coûts. Donc là aussi, c'est le deuxième graphe, le deuxième slide que je voulais montrer. Comment votre direction évalue-t-elle en priorité la performance achat ? Économie réalisée, boum, pulvérise tout, vous voyez, c'est la grande barre bleue, donc c'est 59%. Et derrière, c'est des miettes. Donc gestion de la relation fournisseur quand même, il y a encore un élément à 2 chiffres, et puis ensuite risque contractuel, contribution au chiffre d'affaires, qualité des fournisseurs, et donc on arrive à 4% pour la RSE. Stéphane, il faudrait pas nous la faire. Olivier, il faudrait pas nous la faire à l'envers. Ah mais moi, qu'est-ce que je t'ai toujours dit sur ce sujet ? Ça fait 2 ans que les prix augmentent d'une façon incroyable, qu'il y a une inflation qui est insupportable pour tout le monde. Là, on est en train de dire que les directions achats vont essayer de minimiser le coût, alors que en même temps, on a un PIB qui progresse plus trop. Donc, le fait que les entreprises veuillent restaurer leur marge, c'est normal et c'est même sain. Et on est dans un environnement où il y a toujours les prix qui augmentent. Donc, effectivement, faire attention à l'évolution du prix, c'est important. Ce qui est intéressant aussi, et qu'on aurait pu montrer, c'est comment est-ce qu'ils réduisent les coûts. Il y a certes de la négociation, mais il y a de plus en plus de leviers intelligents de réduction de coûts. Par exemple, une meilleure gestion de panel. Meilleure gestion de panel, ça veut dire qu'il y a un endroit où on a 3 fournisseurs, et ben on passe à 2 fournisseurs. Ça veut dire que ces 2 fournisseurs en donnent plus de volume, et donc ils peuvent baisser les prix. Il y a travaillé sur les spécifications. Après, on n'ira pas pleurer sur les cartels, si on a cette logique-là. Moi, je referme la parenthèse. Vas-y. Ouais, et donc, il y a plein d'outils intelligents pour réduire les coûts. Le travail sur les spécifications, le travail. Je ne sais pas si tu te souviens. Non, mais on est d'accord, Olivier. Ma question, on n'est plus dans les équipementiers automobiles des années 2000. Ok, là-dessus, j'ai aucun problème. Non, c'est juste que il y a quand même une arlésienne qui résonne depuis 2-3 ans sur les critères RSE au sein aujourd'hui de la performance achat. Allez, on va dire que les choses ne bougent pas beaucoup, voilà, pour être raisonnable. Je ne sais pas pourquoi naturellement tu veux opposer systématiquement la RSE avec les critères de réduction de coûts. Il y a des fois où ça va très très bien. Non, Olivier, c'est pas vrai. Je suis désolé. Je pense que ça n'est pas vrai. Alors, je pense, c'est comme la croissance verte. Je pense que c'est des mythes en fait qu'on se raconte toutes ces histoires-là. Non, ça coûte plus cher. Ça coûte forcément plus cher. Je prends un exemple. Réduire les matières plastiques. Ça, c'est typiquement un critère qui fait que ça coûte moins cher et que c'est. Mais pourquoi tu les remplaces si tu réduis les matières plastiques ? L'épaisseur dans les produits. Classiquement, c'est un classique. C'est des points de détail. Mais sinon, tout ce qui est massif, Arcelor, on vient d'annoncer un plan de décarbonation de l'acier d'Arcelor à combien ? 3-4 milliards d'euros, là. Formidable, bravo. À quel prix va sortir l'acier ? Forcément plus cher. Obligatoirement plus cher. Dans ce cas-là, on est d'accord. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas systématique. En tout cas, le sujet réduction de coûts, économie... Non, mais parce qu'on parle aussi aux acheteurs. Le post-achat, il prend de la valeur pour les directions générales à partir du moment où, j'ai presque envie de dire, il fait son boulot, c'est-à-dire qu'il achète au meilleur coût. En ce moment, c'est son sujet. Et ça dépend de... Mais non, en phase de croissance... Tu as raison, je suis d'accord avec toi, ils ont le droit d'être intelligents, mais c'est toujours le sujet. Non, c'est pas toujours le sujet, ça change. Et il n'y a pas de honte à dire qu'ils peuvent réduire les coûts en ce moment. Mais franchement, là, vraiment... Ça ne va pas m'arracher une larme quand on voit les hausses qu'on s'est pris. Le fait que les ils sont répercutés. Le fait qu'il y a eu tellement de hausses que le fait qu'ils veuillent réduire un petit peu, c'est vraiment... S'il y a une année où tu ne peux pas me dire ça, Stéphane, c'est cette année. Après les hausses qu'on s'est pris. Bon.
Ah oui, je me disais, non, c'était sur cette histoire RSE. C'est un sujet qui revient assez régulièrement de la part des directeurs RSE, en fait, dans cette discussion au cœur de l'entreprise. Et il n'est absolument pas question, évidemment, de caricaturer tout ça. C'est une discussion passionnante. Ce sont des entreprises qui, quasiment toutes, de toute façon, contraintes ou choisissant de le faire, se sont engagées dans une forme de décarbonation. Et le sujet, c'est le sujet de la formation des acheteurs. Et j'aimerais bien que l'année prochaine, tu soumettras le truc au Conseil national des achats, s'ils sont d'accord. Oui. Mais est-ce que les acheteurs passent, j'en sais rien, moi, 5, 10, 15, 20 heures à se former? Jean Covici, il dit qu'il faut 30 heures. Sur le sujet carbone, tu vois, sur le sujet réchauffement. Effectivement, ça arrive et ça va ensemble. On a de la chance, je parle de la France spécifiquement, on a beaucoup de très bonnes écoles d'achat qui existent depuis longtemps. Les premières écoles d'achat se sont créées il y a à peu près 45 ans, ce qui est assez étonnant, où la RSE est étudiée d'une façon extrêmement extensive. Bon, super. Bon, merci pour tout ça. On a fait le tour, donc... alors oui, on n'a pas le temps, mais digital, intelligence artificielle. De toute façon, la question que tu poses, c'est, on va voir. C'est un peu ça la réponse. Oui, mais ça commence. Voilà, ça commence. Ça commence d'une façon un peu significative, mais effectivement, ça commence. Ce sera la grande thématique de l'année prochaine. Ça peut. On se retrouvera l'année prochaine pour parler. Avec plaisir. Merci Olivier. Évidemment, on peut retrouver l'étude sur le site Agile Buyer. Sur le site Agile Buyer et j'imagine Conseil national des achats aussi. Sans doute. Sans doute, oui, voilà, mais c'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est Agile Buyer. Olivier Van Stock, donc, qui était avec nous et on continue cette session de Bismart.